Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de l'écosystème startup avec des discussions en compagnie d'entrepreneurs et aussi avec des personnes pouvant être des partenaires de ces startups. Aujourd'hui, on est un peu à mi-chemin. Marvin Buonanni est le cofondateur de GetAwesome qui travaille sur l'identité sonore des entreprises. Je m'appelle Guillaume Comagnac, développe l'activité de Tracteur, une équipe tech spécialisée dans la création et le développement d'applications web et mobiles pour les entrepreneurs et qui permet à ce projet d'exister. Place maintenant à l'épisode avec Marvin. On va discuter ensemble de design sonore, de l'avènement du format audio et de podcast bien sûr. Bonne écoute. Salut Marvin. Salut, ça va Guillaume? Ça va. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Avec plaisir. Content de débuter cet échange avec toi parce qu'on va parler de son et d'audio et autant dire que le sujet m'intéresse forcément. Pour commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter, en fait, nous dire qui es-tu, Marvin, pour les gens qui nous écoutent. Oui, carrément. Alors, je m'appelle Marvin Buonanni, je suis cofondateur de la startup GetAsound, qu'on a créée à Bordeaux il y a un peu plus de 2 ans avec mon associé Quentin Lisambard. Pour faire simple, GetAsound, c'est une marketplace de l'audio. En fait, on met en relation des professionnels de la communication, donc des agences et des marques, avec des professionnels de l'audio. Donc, que ce soit des compositeurs, des voix off, des sound designers, des ingé sons, etc. L'idée étant de permettre aux marques d'accéder à des prestations de communication sonore. Alors, à savoir créer son identité sonore dans un premier temps pour être identifié en fait sur les supports audio, et ensuite déployer sa communication audio au travers des différents supports, comme le podcast par exemple, voilà, qui est un très bon exemple. Et il y a d'autres supports en pleine émergence, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, comme par exemple les assistants vocaux. Yes. Voilà. Impeccable. Ouais, t'es allé direct. On sent que le pitch est rodé. T'es allé direct dans la présentation de GetAwesome, mais c'est top parce qu'au moins ça pose les bases. Avant ça, tu peux peut-être nous dire aussi rapidement ton parcours. En fait, je crois avoir Ouais. vu que toi aussi, tout comme un précédent invité dans le podcast qui est Gaspard Duval, fondateur de Baga, tu as fait l'IAE Bordeaux sur la partie master entrepreneuriat. Est-ce que vous étiez dans la même promo d'ailleurs? Alors, oui, alors effectivement, j'étais pas dans la même promo que Gaspard, mais je crois qu'il était une promo après moi. Mais en tout cas, je l'ai connu parce que, on a fait les études à l'IAE de Bordeaux, et à l'IAE de Bordeaux, il y a un incubateur étudiant qui s'appelle Ubilab, nous qui nous a beaucoup aidé dans le lancement du projet au début avec Quentin. Voilà, ça fait un cadre de travail et ça fait un accompagnement et un premier accès à des réseaux quand on est étudiant, c'est pas mal du tout. Et donc, j'ai connu Gaspard, oui, à ce moment-là. On n'était pas dans la même promo pour le coup. Et oui, c'est vrai, effectivement, j'ai commencé directement à présenter GetAsound, c'est l'habitude. Je vais rapidement me présenter moi, un peu plus personnellement quand même, ce sera peut-être plus humain. Je m'appelle Marvin Buonanni, je recommence. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. De base, je suis originaire d'Orléans. Je suis arrivé en fait à Bordeaux pour mes études justement à l'IAE de Bordeaux. Bon, ça date un peu, ça nous rajeunit pas tout ça, mais voilà, j'étais arrivé à cette occasion-là parce que je savais que je voulais entreprendre sur Bordeaux, écosystème startup dynamique, et puis même c'est une belle ville, enfin voilà, je voulais y aller. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est là-haut d'ailleurs que j'ai rencontré mon associé Quentin, qui venait à peu près pour les mêmes raisons que moi. Sa petite partie storytelling quand même, mais c'est une belle histoire. C'est qu'en fait, moi, je voulais monter un groupe de musique quand je suis arrivé à Bordeaux. J'arrive dans une nouvelle ville, cool, je vais pouvoir faire de la musique. Donc à l'époque, c'était un groupe de reggae et je cherchais un bassiste. Les bassistes, souvent, on en cherche parce que des guitaristes, il y en a, des bassistes, il y en a un peu moins souvent. Et il s'avérait que Quentin, mon associé, donc, était bassiste. Et on a commencé à faire des petites répètes, jouer ensemble, faire des jams. Et en fait, vu qu'il était là pour les mêmes raisons que moi à Bordeaux, et ça a vite dérivé en brainstorming sur son grand tableau blanc dans son appart. Et puis, fil en aiguille, on arrive à GetAsound. Et donc, voilà, pour ma présentation, pour ma part, voilà, je suis bien sûr passionné de musique. Je fais de la guitare, je chante un peu. Bon, là, je vais pas me prêter à l'exercice maintenant, mais voilà. Je vais pas te demander ça, c'est pas l'objet. Ok, cool. Merci pour cette présentation un peu plus personnelle parce qu'en effet, voilà, sur le sujet que tu traites, on se doute que la partie audio, ça tombe pas, voilà, comme ça par opportunisme. C'est qu'avant toute chose, voilà, il y a une fibre pour vous sur ce sujet-là. Et puis, tu l'as bien dit dans ta présentation, en fait,
vous êtes pas simplement une agence de design sonore parce que ça, au final, autant c'était quelque chose de vraiment innovant il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, il y avait eu une agence de design sonore à Bordeaux là qui s'appelait On Air Agency, je crois. Ah oui, il y avait On Euh, Air, il y avait On Air, il y avait aussi Dessine-moi un son, qui est encore là, mais qui est plus, enfin, qui fait de l'audio branding et de l'identité sonore, mais qui est aussi pas mal tourné vers la création pour l'audiovisuel, on va dire, plutôt pour le côté ok, collab avec France TV ou, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, plus ce ok. côté collab sur l'habillage de vidéos aussi. Ok, mais ce que je voulais juste dire Oui, par là, c'est pardon. qu'en fait, vous, ouais, non, il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est que vous faites pas donc, même si vous avez, je crois, une partie agency aussi avec Ghetto Sound, mais l'innovation, elle est au final plus large, c'est de connecter tout l'écosystème, on va dire, autour de l'habillage sonore, l'identité sonore. Enfin, tu me diras le terme exact parce que moi, je suis Ouais. pas forcément le pro, mais euh, en fait, c'est que justement des marques, des entreprises qui auraient des besoins sur ces sujets-là vont pouvoir être connectées grâce à la marketplace que vous avez mise en place avec tout un tas de professionnels de l'audio, des ingé sons, des animateurs, pourquoi pas, pour des émissions ou des spots Yes. radio. C'est ça? Ouais, bah, tout à fait, en fait, c'est exactement ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'avec GettoSound, on veut lever les freins qui empêchent des créatifs de l'audio de collaborer simplement avec des communicants qui ont besoin d'audio. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'audio, ça devient une vraie tendance de communication. Bon, voilà, on est sur un podcast, c'en est un bel exemple, mais il y a d'autres tendances qui le montrent. Par exemple, c'est très récent, mais l'émergence du réseau social Clubhouse, qui fait beaucoup parler de lui depuis un mois, depuis que ça arrive en France. On constate toujours une évolution de l'audio digital, c'est-à-dire la consommation d'audio via le web, en fait. Disons qu'il y a un peu le même process qu'il y a eu avant on avait la télé, on est passé à YouTube. Et bien c'est à peu près la même chose avec la radio et ça se digitalise, on a les podcasts et on a du coup aussi tout ce qui va avec le streaming audio. Il y a aussi une véritable carton des livres audio aussi, mais aussi on le voit Ouais, des apps en tout genre, que ce soit des applications de relaxation, méditation. Tu l'as dit, bah, les réseaux sociaux dédiés à Clubhouse. En fait, il y a un peu un avènement et enfin, donc en fait, ça y est, c'est mature. Autant lancer une idée comme la vôtre, peut-être il y a 5-6 ans, vous aurez été trop en avance. Là, il y a un bon time to market pour reprendre un terme bien startup. effectivement, ouais, il semblerait, et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les e-books, enfin sur les livres audio, il y a aussi le côté ASMR qui est assez marrant de noter, qui se développe et qui montre encore une fois, voilà, une vraie émergence de l'audio de manière générale dans la consommation en tant que média. Et pour revenir, oui, à ce que tu disais juste avant sur le côté, voilà, il y a des agences de design sonore qui existent. Ben, il y a par exemple Sixième Son qui est le plus connu en France, qui ont fait la SNCF, qui existe depuis 95, je crois, enfin dans les années 90. Effectivement, nous, notre différence, ça va être que on va privilégier de réduire le nombre d'intermédiaires, de faire une mise en relation un peu plus directe et on a un process un peu particulier. C'est un peu là notre innovation. Pour expliquer, on a d'un côté des artistes qui sont tout à fait aptes à composer, quand bien même ils savent ce vers quoi ils doivent partir en tant que pièce artistique. D'un autre côté, on a un marketeur ou un communicant qui sait ce qu'il veut renvoyer comme image avec sa marque. L'idée, ça va être de permettre à ces deux parties de se comprendre. Et en fait, on a établi un outil qui est un outil de brief en ligne qui permet en fait à la marque de parler d'elle, de comment elle souhaiterait être perçue par son auditoire. Et après, il y a une phase plus sur les caractéristiques musicales. Par exemple, on va vouloir quelque chose avec tel instrument, tel type de mélodie, tel tempo, etc., etc. Et bref, tout ça, ça nous fait aboutir sur un brief artistique qu'on diffuse à notre réseau de compositeurs qu'on a, nous, sourcé sur le web. Je vais éviter de m'éparpiller, mais en fait, l'idée, c'est que notre vrai constat de base avec GetSound, c'est qu'aujourd'hui, la création musicale est devenue plus accessible que jamais et il y a plein de talents sur le web. Et en fait, notre idée, justement, c'était de faire inscrire ces personnes sur notre plateforme et de leur proposer des défis artistiques. Et donc, pour revenir à mon process, le brief leur est diffusé et ces artistes peuvent en prendre connaissance et proposer une maquette au client qui va donc avoir plusieurs choix de création sur mesure adaptés à sa marque. Et c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est là voilà un peu notre différence, c'est qu'on a digitalisé finalement l'expérience de création d'identité sonore pour une marque. Et bien sûr, on assure du conseil à côté. Mais ça va être limité, c'est-à-dire que, si je suis une marque et que, je fais mon brief, si je suis, hyper attractif, est-ce que je vais potentiellement avoir, 20-30, maquettes? Ou alors, il y a une sélection qui est faite, en fait, tu vois, de, uniquement le top 5, je sais pas moi, des
gens qui ont travaillé sur le sujet, ou alors les 5 premiers? Alors, il y a un peu cette notion. Alors, l'idée, c'est que nous, on va parfois accompagner le client, donc l'aider aussi à choisir dans les différentes maquettes qui ont été proposées, parce que essayer de donner un regard objectif, c'est ce qu'on attend un peu de nous sur cette partie-là. Mais aussi souvent, bien sûr, c'est le client qui va choisir ce qu'il préfère. Ça nous arrive parfois de nous retrouver avec, oui, entre 20 et 30 maquettes sur des gros projets où il y a des grosses sommes. Notre comportement par rapport à tout ça, c'est d'indiquer clairement aux artistes le nombre qui ont déjà participé, pour éviter que déjà quelqu'un se positionne sans savoir combien sont sur le projet et qu'ils se disent bah non, j'ai pas envie de participer, il y a trop de monde, ça vaut pas le coup. Déjà, on mise vraiment sur la transparence sur cet aspect-là, c'est important. Et après, effectivement, voilà, sur des gros projets, on reçoit du 20 à 30 propositions d'artistes différents. Et l'idée, c'est que le client choisit le compositeur, mais il choisit 2 autres coups de cœur en plus qui vont être aussi rémunérés. Ce qui permet en fait d'avoir une sorte de roulement et que sur chaque projet, des gens qui participent souvent vont quand même réussir à voilà, avoir une compensation. Et il y a également l'autre point qui est que des artistes aussi, ça leur permet de se faire des références associées à des cas concrets. Et c'est intéressant parce qu'on a des artistes sur la plateforme qui sont des très bons musiciens, mais Mmh. qui sont pas de ce milieu-là, en fait, de l'audio branding, du marketing sonore. Et en fait, on leur permet finalement de se faire la main, de se faire des références concrètes qu'ils vont pouvoir mettre en avant à travers leur profil pour eux derrière, après, essayer d'aller aussi chercher leurs clients, leurs clients et aussi de développer leur activité. OK, hyper intéressant le fait je trouve d'avoir intégré, la notion de, coup de cœur où, certains vont quand même être rémunérés si, ils ont pas été sélectionnés. Je trouve que c'est, heu, en tout cas éthiquement, je trouve ça hyper intéressant, et puis ça valorise, en effet la participation, donc c'est aussi malin de votre part, donc point de vue, stratégique, pour inviter aussi les gens à participer, quoi. Ouais, voilà, on veut éviter une lassitude et surtout on veut pas passer on veut pas être vu comme la plateforme qui exploite les musiciens, qui les fait se mettre en concurrence, c'est pas du tout l'idée. Et on essaye justement de développer, bon, on fait comme on peut, ça marche bien pour l'instant, mais on essaie de développer un côté communautaire en quelque sorte. On a un groupe Facebook avec certains compositeurs et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Par exemple, on va féliciter les autres gagnants et ça va pas être, on va pas être dans la compétition. C'est pas ce qu'on veut mettre en avant, parce qu'en fait, l'idée initiale de GetSound, même si on fonctionne beaucoup en appel à création aujourd'hui, c'est d'aboutir quand même vers un modèle marketplace aussi, où en fait, les artistes, on va pouvoir faire appel à eux en direct. Le fonctionnement appel à projet, c'est un fonctionnement qui est bien, qui est attractif, ça propose du choix au client, mais qui est plus cher, bien entendu. Mais on veut mettre bien en avant le côté collaboration one-to-one, qui nous semble quand même l'essence même d'une marketplace aussi. Excellent. Merci, c'est hyper clair comme, processus, et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que ça permet de vraiment, faciliter et cadrer, peut-être quelque chose qui est, de base, peut-être moins facile à faire que, si on faisait appel à un corps de métier plus classique, et donc ouais, je comprends bien l'idée. Forcément, alors en me baladant sur votre site, là, j'ai vu que vous aviez des packs clés en main pour, le marketing sonore. Ça c et donc ça m'amène 2 questions, et tu vas me dire, peut-être ça dépend, hein, mais est-ce que, là, ces grandes étapes, il y a un temps moyen? Est-ce qu'entre le moment du brief et la fin, ça me prend, je sais pas moi, 10 semaines ou une semaine, tu vois? Et est-ce que, tout ça, ça a un prix qui est assez cadré? Et du coup, ma question, c'est en gros, est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est un faux sentiment, enfin, c'est une fausse opinion que j'ai. On a l'impression, et tu l'as cité, SNCF, on a l'impression que c'est un peu accessible que pour les grands groupes, alors qu'au final, peut-être que tout le travail de GetOsound, c'est aussi de démocratiser, ces enjeux-là. Bref, il y a peut-être plein de sous-questions dans ma question, mais tu vois l'idée? C'est une question auquel j'aime répondre, c'est intéressant. Alors effectivement, bon, comme tu l'as dit, en fait, déjà notre but, nous, c'est de rendre accessible le logo sonore au même titre que le logo visuel. Donc voilà, effectivement, on veut rendre accessible ce marché. Ça me fait revenir un peu en arrière sur un peu notre constat de marché qui nous a fait se lancer là-dessus. C'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, aujourd'hui, c'est 20% des entreprises qui ont un logo sonore. 20% seulement. Bon, logo visuel, je pense qu'on est proche des 100%. Donc on s'est demandé un peu avec Quentin au début pourquoi c'est moins démocratisé, etc. On a trouvé nos réponses. C'est qu'en fait, initialement, une marque, avant l'arrivée du web, une marque communiquait avec du son seulement si elle faisait de la télé, de la radio, ou à la limite, il y avait son attente téléphonique, mais ça, voilà, ça restait quand même un point de contact seulement. Mais sinon, la plupart, c'était de la radio et de la TV, ce qui n'était pas accessible pour tout le monde. Ce qui a fait qu'on a eu des logos sonores. Bon, SNCF, c'est un peu différent. On est dans un cas particulier parce que voilà, c'est pas le meilleur exemple, on va dire. Mais sinon, prenons McDonald's, prenons Carrefour, voilà, Ikea, Decathlon, le Decathlon qui est bien connu aussi. Et en fait, tout ça, c'est parce que c'est des marques qui communiquaient sur des supports TV et radio de base. Et donc, le marché s'est structuré autour de cette typologie d'entreprise.
Sauf que le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, le web a tout changé parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans de la vidéo promotionnelle sur Facebook, Insta, etc. YouTube, hein, bien sûr. L'audio digital, c'est-à-dire le fait de se lancer dans le podcast, ça, c'est un gros accélérateur de ce besoin d'identité sonore. Je dirais qu'une entreprise qui fait un podcast sans générique, c'est un peu comme faire un flyer sans son logo visuel dessus, dans l'idée. Donc, tous ces attributs-là font qu'en fait, voilà, le marché a changé, le besoin a changé. Et donc, aujourd'hui, nous, l'enjeu, justement, c'est de rendre accessible l'identification sonore pour toutes les marques. Et pour répondre à ta question des offres packagées, effectivement, on a des offres ultra packagées et qui sont découpées en fonction des licences d'utilisation qui sont attribuées. On est sur un secteur qui fonctionne historiquement toujours comme ça. On va pas parler de SACEM, etc., de royalties, c'est encore un autre sujet un peu compliqué, on va s'embrouiller. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toujours un prix relatif à l'exploitation qu'il va y avoir sur la musique. Une musique, on va prendre un jingle, le logo sonore, la signature de 4 secondes, comme la SNCF. Et bien, ce logo sonore-là, s'il va être utilisé seulement sur le web, l'attente en termes de rémunération des artistes ne va pas être la même que si ce logo sonore va être diffusé à la radio sur Énergie tous les jours. C'est comme ça que nos prix ont été faits. Bon, on a fait un énorme sourcing on a eu 800 compositeurs inscrits, on a fait un énorme sourcing pour voir déjà la moyenne que les gens prenaient, pour être sûr d'être dans ce que les gens acceptaient, bien sûr. Et à partir de là, on a découpé en fait en offres qui sont découpées par licence. Par exemple, l'offre de logo sonore pour le web et se situe autour des 400-500 euros. Tandis que si on est sur cession des droits, etc., on est plus vers les 2000 euros. C'est des prix inférieurs au marché, on le sait, on en est conscient. L'idée, c'est pas de casser les prix pour détruire de la valeur, c'est qu'en fait, on a changé les modes de production. On travaille avec des artistes principalement en home studio qui possèdent leur propre studio et donc avec une structure de coût qui est différente de si on devait louer des gros studios ou internaliser des compositeurs salariés, en gros. Top. Et du coup, ça répond quand même à ma question qui était de forcément, c'est avec ces tarifs-là, moi, ce que j'entends, franchement, je suis pas, du tout en train de me dire que c'est cher, tu vois? Je j'avais pas trop d'idées parce que, c'était pas clairement affiché, je crois, sur votre site, ou alors je m'en souviens pas, mais, en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir le champ des possibles et que en tant que, entre guillemets, plus petite, entreprise ou plus petite marque, et ben, c'est accessible pour moi, sur ces tarifs-là, quoi. C'est l'idée, parce qu'en fait, aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a aussi quand même une réticence encore certains marketeurs de se lancer un peu dans cette dimension de leur marque, qui est un peu méconnue. Et justement, comme tu l'as dit avant, il y a encore cette attribution, faut être une grosse marque pour que ce soit pertinent. Il y a encore cette idée reçue parfois. Et donc, disons que on essaie de s'aligner vers les prix autour des prix graphiques, en fait, pour faire le parallèle. Comme ça, l'analogie est un peu plus simple. Mmh. Et depuis tout à l'heure, donc on touche quand même du doigt, cette notion-là d'identité sonore, de logo sonore, et cetera. Concrètement, aujourd'hui, toi, l'argument numéro un, tu nous dis, c'est comme, sur un flyer, ne pas avoir de logo. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas encore explosé? Et en tout cas, est-ce que tu vois un changement, venir justement avec tout ce qu'on a parlé, l'avènement de l'audio, et cetera? Est-ce que ça y est, enfin, ce sujet-là, il va être rattrapé par vraiment tout le monde et demain, après-demain, tout le monde aura son identité aussi sonore? Ou alors, en fait, tout le monde en a pas forcément besoin, tu vois? Mon frère, il est boulanger, bon, clairement avoir, une identité sonore peut-être pas intéressante pour lui. Quoique, tu vas peut-être me dire, on peut peut-être lui faire une ambiance, sonore dans son magasin, on peut peut-être lui faire une attente téléphonique, un peu personnalisée, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Ouais, effectivement, c'est pertinent ce que tu viens de dire, c'est que certains n'auront pas forcément un grand intérêt d'avoir une identité sonore. L'idée, c'est qu'en fait, l'identité sonore, elle va être aussi plus ou moins riche selon le nombre de points de contact que la marque va avoir. En l'occurrence, pour le cas d'un boulanger, ce serait pas forcément déconnant d'avoir une identité sonore, mais ça dépend comment il communique. S'il communique, fait quelques posts un peu, j'en sais rien, s'il fait un peu de brand content, bon, ça, c'est pas forcément trop l'usage dans le secteur, mais admettons, pourquoi pas. Il fait un peu de brand content sur Facebook où ils montrent des fois des vidéos de leur équipe en train de travailler en interne. Là, avoir une identité sonore, avoir un petit jingle au début de vidéo, c'est toujours ça de prix. C'est toujours quelque chose qui va pouvoir faire un rappel, créer une certaine connivence avec son auditoire. C'est un peu comme la SNCF, quand on pense à la fameuse mélodie, on connaît, et ça crée une sorte de lien finalement, le fait de connaître. Mmh. Pour revenir un peu au cœur du sujet, bon, pour le boulanger, ce sera peut-être pas le plus pertinent, à part s'il a une communication digitale. Et comme tu as dit, il y a aussi la musique sur point de vente,
qui peut être constitutif de l'identité sonore, mais qui est un peu un cas particulier. Là, on va être plus sur des playlists radio d'entreprise, etc. Donc, on va sortir du cadre du boulanger, qui est peut-être pas Oui, le meilleur oui. exemple, mais ça pourrait J'ai être fait pertinent. exprès, voilà, j'ai fait Ouais, exprès ouais, de prendre le truc le plus peut-être terre à terre pour voir vraiment si, tu vois pour toi que demain tout le monde aura, son identité sonore ou alors en fait, ouais. c'est vraiment un sujet qui doit être, pris, par, voilà, des gens qui, comme tu l'as dit, ont déjà une communication digitale, font des vidéos, du brand content, Bah, voilà qui parce que le but, c'est peut-être pas forcément que demain, tout le monde ait, une identité sonore, tu vois? Mais que non. peut-être ça évolue pour certaines entreprises. Ouais, bah, en fait, la typologie pour, répondre un peu mieux à la question, bah, par exemple, le boulanger, sa charte graphique, elle pourra être développée, mais elle sera pas aussi développée qu'une entreprise qui communique à fond sur le web. C'est à peu près la même logique, en gros. Mmh. L'identité sonore, je pense, ça concerne de toute façon toutes les entreprises qui communiquent déjà un minimum sur le web, qui émettent du son et mine de rien, même quand on ne pense pas en émettre du son, on en émet un minimum. L'attente téléphonique, c'en est un bon exemple. C'est l'exemple un peu bateau qu'on sort souvent, mais finalement, c'est un des premiers points de contact audio qu'on a avec le client. Quelqu'un nous appelle, il baigne dans notre univers de marque. Si c'est les 4 saisons, c'est la fameuse musique qu'on entend sur toutes les attentes téléphoniques. Là, ça fait un peu fade, ça manque de personnalité. Et là, c'est une occasion de justement de faire baigner notre appelant dans son univers de marque. C'est un premier point de contact. Mais moi, ça, je comprends que, entre la musique d'ascenseur, classique, vue, entendue et réentendue, qui nous saoule au bout d'1 minute, parce qu'elle est, en boucle, Mhm. ça, je comprends qu'il y a un impact. Mais est-ce que, au-delà même de la perception, qu'on peut avoir, de la marque, est-ce que vous avez étudié, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des métriques ou des voilà, des mesures, des analyses qui ont été faites, sur, entre une marque qui a la musique d'ascenseur classique et une marque qui a une vraie identité sonore? Est-ce que voilà, il y a un impact sur, je sais pas moi, la satisfaction, la fidélisation, ou la perception de la marque. Ouais, alors effectivement, il y a des stats qui existent sur ce sujet-là. Je fais une petite pub entre parenthèses, mais sur notre blog, on a pas mal, voilà, on a fait l'effort justement de mettre beaucoup de données, de ressources là-dessus, parce que c'est un secteur assez opaque de base. Et pour répondre un peu mieux à ta question, en fait, il y a 2 dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a déjà l'aspect cohérence entre marque et codes musicaux utilisés. Ça, le fait d'avoir une cohérence entre les 2, ça va renforcer en fait, que le fait que la marque soit alignée avec, les attributs musicaux qui la représentent, ça va augmenter le lien, qu'il y a entre les consommateurs et la marque. Et il me semble, de tête, c'est 60 d'augmentation de mémorisation de la marque. On parle quand il y a un alignement entre les attributs marketing et les attributs musicaux. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, c'est, musique de stock, musique de catalogue versus musique originale. Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est peut-être un peu moins statistique, mais l'idée, c'est qu'une entreprise qui utilise des musiques, de catalogue tout le temps, en fait, et elle utilise des musiques, bah, qui sont assez, lissées, assez neutres et surtout qui vont pouvoir être utilisées plusieurs fois, qu'on va pouvoir retrouver dans plein de vidéos. Par exemple, je pense, la fameuse musique, ukulélé uplifting qu'on va retrouver sur les vidéos YouTube et les vidéos startup, souvent un peu le cliché. Et ben voilà, ça c'est en fait ça dénature la marque. On y perd en puissance dans la personnalité de la marque. Et la création sur mesure, ça va, voilà, ça va avoir cet impact-là de pouvoir déjà se différencier et Mmh. d'avoir aussi d'évoquer une personnalité plus forte. Parce qu'effectivement, les musiques de catalogue, bah, on est sur des musiques plus lisses qui sont censées coller à plusieurs usages. Quand on va arriver sur de la création sur mesure, on va pouvoir même penser la mélodie afin qu'elle reflète des traits de personnalité de la marque. Je prends un exemple très simple. Une marque qui veut montrer son ambition, et bah, ça va aller jusqu'à la définition de sa mélodie qui va devoir être en phase ascendante pour montrer justement un côté d'inspiration, d'élévation. Bon, c'est un attribut parmi tant d'autres. Mais voilà, en fait, la création sur mesure, ça va pouvoir avoir cette pertinence en plus qui va souligner d'autant plus les attributs de la marque. Donc, j'ai répondu sans trop répondre. Il y a pas, enfin, il y a des Si, si, stats, si. mais sur différents sujets, en fait. Et si, si, mais de toute façon, je le vis un peu là, aussi avec le podcast. Après, on fera une parenthèse un peu plus dédiée au podcast, mais les analytics et les les mesures d'audience, c'est assez délicat ou encore, on en est aux prémices, je pense, sur tout ce qui est audio et bon, j'ai bon espoir qu'une sorte de Google Analytics de l'audio, va émerger, tu vois? J'espère que, bah, pour les podcasts, mais pour d'autres, outils de mesure aussi, quoi. Ouais, mais c'est en train de se faire un petit peu, ça se développe un peu autour de aujourd'hui, il y a la programmatique audio qui se développe pas mal, les publicités, bah, radio sur Spotify, Deezer et aussi sur les podcasts, bien sûr, la monétisation des podcasts et autour de ça, il y a beaucoup d'outils d'analyse, audio qui se font, c'est ouais, ça bouge beaucoup. L'avenir, sent bon sur ce sujet-là et tant mieux parce que ça change un peu de manière de communiquer.
Ouais, on le voit aussi avec, des très gros acteurs, tu viens de dire Spotify qui font d'énormes acquisitions, de start-up, sur ces sujets-là et qui investissent beaucoup d'argent donc bon, s'ils investissent beaucoup d'argent, c'est qu'ils attendent certainement des retours et qu'ils vont pousser dans ce sens donc oui, c'est top et ça va forcément, découler sur tout le secteur. Juste pour qu'on termine un petit peu sur tout l'identité sonore et ces sujets, Ouais, en fait, tu un peu, j'ai envie de dire, l'épisode 2 ou la suite de l'épisode que j'ai fait avec, Margot Mazière de Théophraste et je t'amène sur le terrain, sud-ouest parce que, c'est un cas client qui peut être, assez intéressant et peut-être que tu nous partages, justement, voilà, les grands travaux que vous avez faits pour eux et peut-être, justement une sorte de avant-après sur certains sujets, qui a pu avoir lieu grâce à votre travail. ouais, OK. Bah, alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Sud-Ouest, on est accéléré par leur accélérateur Théophraste. Bon, ça s'est fait après le fait qu'on ait travaillé, pour eux, pour leur identité sonore. Donc voilà, on a 2 aspects avec Sud-Ouest. On a le côté, qu'on a travaillé pour leur branding et maintenant on travaille un peu avec eux, avec leur régie pub pour essayer justement de vendre dans la Nouvelle-Aquitaine des identités sonores à des marques, essayer de démocratiser un peu ça. Deuxième parenthèse et après j'évoque les cas. On fait à peu près on fait la même chose avec La Voix du Nord, donc à Lille, ce qui permet de tester, l'opposé, géographiquement, le même modèle sur 2 territoires différents, donc c'est super intéressant. Donc pour revenir à Sud-Ouest, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Sud-Ouest, c'est un média, donc un média, ça a beaucoup de points de contact différents et comme je l'ai dit tout à l'heure, le point de contact, c'est, le début de la réflexion d'identité sonore. Sud-Ouest, en l'occurrence, ils avaient une communication sur les réseaux sociaux, une communication événementielle sportive dans les stades, communication événementielle plus institutionnelle, donc on n'est pas sur le même ton. Ils ont TV7, qui donc voilà, qui est plus de, on est sur de la chaîne télé, donc c'est différent. Ils se sont lancés dans le podcast aussi. Bref, il y a beaucoup de points de contact différents qui sont variés, et l'idée c'était de donner justement une cohérence à tous ces points de contact pour que leur communication soit, je dirais, cohérente, Unifié. lisse. Voilà, unifiée, c'est le terme, c'est exactement ça. Donc là, l'idée, c'est effectivement de créer leur identité sonore. Donc, quand on crée une identité sonore, on part au début de 2 éléments. En tout cas, nous, c'est notre méthode chez Get Sound. On a le logo sonore, qui est la fameuse signature, dont l'idée, c'est d'être mémorisé, comme la SNCF. Je reprends toujours l'exemple, mais ça parle à tout le monde. Et après, Mmh. la deuxième partie, c'est l'ADN sonore. Nous, l'ADN sonore, c'est une hymne de marque, en fait. C'est une musique plus longue qui va souvent habiller le film d'entreprise et qui va définir le vocabulaire musical de la marque. Donc en fait, qui va être très riche, très varié en termes de musicalité, et qui va permettre en fait de définir les frontières du vocabulaire musical, qui va pouvoir être utilisé par la suite. Et donc c'est cet ADN sonore après qui va être décliné selon les points de contact. Et en fait, l'ADN sonore qu'on a fait pour eux, on l'a décliné pour l'événementiel sportif. Donc là, on est sur des Mmh. sonorités totalement différentes, plus dynamiques, un peu guitare saturée, grosse percu pour que dans un stade, ça sorte un peu du lot et que ça appuie l'ambiance. On a fait la déclinaison de cet ADN sonore pour les réseaux sociaux avec quelque chose de plus léger, de plus, voilà, un peu plus, entre guillemets, plus fun, moins corporate, moins sérieux, etc., etc. On a même pour l'événementiel décliné de la mélodie du jingle une montée événementielle, c'est-à-dire le truc qui monte progressivement pour faire une montée sur scène avant un discours. La OK. démarche, c'est un peu celle que j'ai expliqué un peu tout à l'heure. C'est en fait l'idée, c'était d'abord de voir eux comment ils se représentent en tant que marque, interroger leurs différents collaborateurs, voir pour eux c'est quoi Sud-Ouest. Finalement, une question qui est pas si facile que ça parfois. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce que c'est pour vous Sud-Ouest? Et on est arrivé à définir des valeurs. Qui Sud-Ouest, c'est un média de proximité, c'est un média qui donne de l'information, etc. Et ça nous a permis d'avoir des informations très intéressantes pour le brief artistique. Qui dit proximité dit éviter les codes froids comme on pourrait avoir au JT de 20 heures de TF1. Ouais, où c'est tout de suite plus angoissant, on est, sur la sellette, on connaît tous le musique du JT d'Inter de TF1, Exactement. même si je crois qu'il a changé, ces dernières années, non? C'est possible. Alors là, j'ai pas trop regardé le JT, ça date. Mais il y a quand même il y a un truc intéressant à relever là-dessus, c'est sur ce JT de TF1, bon, il y a une vidéo, je pourrais te l'envoyer, on pourra même peut-être mettre un extrait, en fait, qui montre que la musique des Dents de la Mer et la musique du JT de TF1, il y a un lien très direct entre les 2 et c'est assez intéressant et vraiment c'est voilà, j'invente rien, je t'enverrai la vidéo d'ailleurs et du coup, avec OK. Sud-Ouest, on a vraiment voulu justement sortir de ça et on a voulu, l'idée c'était justement d'utiliser quelque chose de plus chaleureux, d'où l'utilisation d'une guitare en lead, l'instrument un peu populaire par définition, l'instrument de la proximité et surtout qu'un timbre plus chaleureux. On évite Mmh. les grosses sonorités, très grandiloquentes, un peu froides, du à la BFM. C'est pas une critique, c'est plus, un Mmh. positionnement de valeur. Là, ils voulaient être sur quelque chose, voilà, on est sur de l'ultra proximité, un média régional. Bon, beh, ouais, c'est hyper intéressant et puis, en fait, il y a en effet, on l'a dit tout à l'heure, mais beaucoup de parallèles à faire avec, la partie graphique. En fait, il
il y a une identité de marque et ensuite il y a des déclinaisons en fonction de l'utilisation qui va en être faite pour le logo. Et ben là, c'est pareil, en fonction de si on communique dans le sport ou la politique, et ben forcément, il va y avoir quelque chose de différent. C'est exactement ça. Et justement, pour aller plus loin dans l'analogie, on fait aussi une charte sonore, justement. Il y a les chartes graphiques, et donc en fait, on fait Ok. une charte sonore. On l'a fait pour Sud-Ouest. Dès qu'on fait un projet d'identité sonore où là, on est sur plus de 2 points de contact, enfin, où on a quelque chose d'un peu varié, l'idée, c'est de faire une charte sonore pour que tous les collaborateurs aient une vision partagée d'utilisation de la musique pour la marque, et que justement, on évite toute cacophonie, qu'en fait, tout le monde utilise les éléments de la marque de manière cohérente, au même titre qu'on utiliserait les couleurs, la fonte, enfin, l'écriture dans une charte graphique. Yes, top. On a dit plusieurs fois le mot podcast, et cetera. Donc ça y est, j'ai envie de venir sur le sujet. Bon, inutile, voilà, de dire que, le podcast, ça ne cesse de se développer là et de croître, depuis quelques années. C'est vraiment, on en voit sortir presque tous les jours, que ce soit à la fois des personnes en indépendant comme Mmh. moi, ou alors aussi des grands médias, Ouais. des marques. Comment toi, t'expliques ça, cette attente, et ce développement croissant des podcasts? Alors, pour moi, en fait, l'argument, en fait, c'est quel usage de consommation a relié le podcast? Et quand on s'interroge un peu là-dessus, on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine saturation du visuel, des écrans, en fait, le temps d'attention sur un écran, que ce soit partagé entre les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, et cetera, il est arrivé au maximum. On ne peut plus passer beaucoup plus de temps sur les écrans. Et en fait, le podcast vient s'insérer, en complément de tout ça. C'est-à-dire dans des moments où les personnes ne peuvent pas regarder un écran, sont en activité, c'est-à-dire dans la voiture, sur le trajet du travail le matin, dans le tram sinon, en faisant la cuisine, en faisant son footing, en faisant du sport. En faisant une activité, même en travaillant, c'est à ce moment-là qu'on remarque une écoute du podcast particulièrement. Et en fait, c'est un média donc qui va s'insérer en complément du visuel finalement. C'est pas, ça remplace pas le visuel, les deux sont complémentaires et ont des formes d'expression différentes. Pour faire une parenthèse là-dessus, ce qui est intéressant d'ailleurs sur le podcast, c'est qu'on peut être sur des formats plus longs, vu que les personnes sont en pleine activité en même temps, elles vont pouvoir s'intéresser à un format plus long qu'habituellement, où là, l'idée, c'est que mon temps d'attention devant un écran, il est limité, donc il faut que ça aille vite. Là, sur l'audio, on fait autre chose en même temps. Donc ça laisse l'expression, comme là, on est sur un format un peu plus long, de rentrer plus en profondeur dans les sujets. Pour les marques notamment, ça leur permet de créer un peu plus de liens, d'aller plus loin dans l'explication de leur raison d'être. Ouais, ouais, c'est vrai que dès les premiers échanges qu'on a eus, tu m'as dit, «Ah ouais, toi, tu fais un format long», sous-entendu que, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de formats de podcast. Il y a du 15-20 minutes, moi, voilà, j'ai choisi d'être plutôt autour d'une heure. Est-ce que justement pour démarrer ou est-ce qu'il y a une moyenne là-dessus? Là, c'est quoi le temps moyen d'écoute des podcasts? Enfin, de toute façon, je te pose ces questions-là, mais vous avez fait un excellent livre blanc, qui est, sur votre site ou sur le site Get a Podcast que vous avez un petit peu, séparé. Ouais, il est sur le blog dans tous les cas aussi, le livre blanc. Je le mettrai aussi, en description parce que, il y a, plein d'outils aussi, qui sont, voilà, insérés dedans et c'est vrai que moi, on me contacte là de plus en plus pour me dire: «Ah ouais, tu as lancé un podcast, moi aussi ça m'intéresse, qu'est-ce que je ferais?» Donc vu que vous avez fait un livre blanc, maintenant Mm. je pousse, ça a déjà été fait et c'est pratique. Du coup, voilà, on va pas aborder les questions de quels sont les outils de base et cetera. Ça, je pense que, voilà, il y a des centaines d'articles et puis il y a le livre blanc et puis surtout, c'est propre, un petit peu à chacun. Enfin, moi, pour démarrer, j'ai un matériel assez, de base et puis, je pense qu'il y a une sorte de comme en start-up, en fait, au début, on fait très lean, avec Ouais. les moyens du bord, on a un prototype et puis, voilà, quand on scale et ben, on s'outille, mieux et oui, je rejoins totalement ce que tu disais sur le fait que, ça s'insère dans les temps du quotidien. Moi, perso, j'écoute beaucoup de podcasts, sur les trajets et en faisant du sport et par contre, tu vois, j'écoute quasiment que des formats longs, donc je suis peut-être pas représentatif du tout de la cible moyenne qui écoute peut-être, des podcasts plus courts. Enfin, je sais pas ce qu'il y a, là-dessus, À ce niveau-là, alors il y a une stat, mais la stat à prendre avec des pincettes. En fait, il y a M6 qui ont fait un observatoire du podcast, l'observatoire M6, ils en ont fait deux. Je crois que cette donnée figure dans les deux. Et en fait, ils montrent ils ont analysé des podcasts et ils montrent les durées, les formats qui existent. Et en l'occurrence, un format qui est beaucoup représenté, c'est le format de plus de 30 minutes. Par contre, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas parce que c'est le plus produit que c'est forcément le plus écouté. Ça, je sais pas. J'ai pas là-dessus, j'ai pas de statistiques. J'aimerais bien en avoir d'ailleurs.
Je pense que il y a pas de format idéal, ça dépend en fait surtout de la partie éditoriale, qui est envisagée. Il y a des formats où là, on va être sur du conversationnel comme là, où ça va être effectivement pertinent de prendre le temps de discuter et cetera. Après, si on est sur des formats où l'idée c'est d'apprendre quelque chose rapidement, bah, des 10-15 minutes, ça peut suffire. D'ailleurs, on parle de format long, mais tu vois, pour moi, rien qu'un podcast de 10-15 minutes, ça reste quand même en termes de durée, long par rapport à ce qu'on pourrait proposer en vidéo. Ce qui montre quand Mmh. même que le podcast, ça a quand même une tendance à être plus long que le contenu visuel de base, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Carrément et puis même, on parle de l'audiovisuel, une vidéo de 10-15 minutes, mais même un article de blog, dès qu'il dépasse un certain nombre de paragraphes ou de mots, on a tous tendance à lire le début et puis à finir par lire en diagonale alors qu'un podcast au final et c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait des solutions qui existaient pour transformer des articles de blog en audio et il y a Ouais. même des outils, de sauvegarde d'articles de blog comme Pocket, par exemple, qui Mmh. maintenant transforment le texte en audio parce que c'est ça, c'est-à-dire que un article un peu trop long, on n'aura pas tendance à vraiment le lire avec attention, mais on aura potentiellement plus de chances de l'écouter. Tout à fait bon là, c'était pas forcément le sujet de base, mais là, ça me fait rebondir sur ce que tu viens de dire et je pense qu'il y a un sujet intéressant. C'est que, bah, tu vois, là, en fait, c'est les voix text to speech, les fameuses voix qui vont transformer le texte en audio. Ça, c'est un sujet qui est très lié avec les voice bots, les assistants vocaux, les Google Home, les Amazon Alexa. Et ça, c'est une tendance qui développe un peu plus timidement en France. On a quand même un peu cette réticence par rapport à, voilà, on est espionné, on a un micro sur nous, etc. Bon, pour la parenthèse, on a quand même un micro sur notre portable en permanence, mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a cette tendance qui se développe. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, voilà, c'est la voix TTS, la voix text-to-speech, c'est ce qui est utilisé par les Google Home, Amazon Alexa. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux. C'est-à-dire que le podcast, c'est un format qui va très bien s'insérer avec l'assistant vocal. Et d'ailleurs, Google, ils ne sont pas fous, hein, ils ont déjà prévu la chose, ils référencent mieux les podcasts, ils commencent à faire, eux, l'inverse, c'est-à-dire de l'analyse audio tout texte pour décortiquer les podcasts et les référencer en SEO comme un article de blog basique. Mmh. Et à ce propos, voilà, c'était là que je voulais en venir, c'est la parenthèse marrante. C'est que nous, on s'est beaucoup intéressé aux assistants vocaux, parce qu'on s'est dit assistants vocaux égale branding sonore. Là, la marque n'existe que sur un aspect sonore sur ce coup-là. Et on s'est beaucoup intéressé aux voix text-to-speech et du coup, on avait fait quelques synthèses avec une IA de Microsoft. On a synthétisé la voix de Homer Simpson en anglais. On pourra peut-être mettre un extrait dans le podcast à la post-prod. Et la voix de Monsieur Sarkozy. On a fait dire des phrases assez marrantes comme Zizou président et tout. Et, et tout ça pour dire qu'en fait, bah voilà, ça c'est quelque chose qui est très complémentaire en fait avec le podcast, ce développement des voix text-to-speech. Et je me dis que dans quelques années, il peut se faire des choses assez folles à ce niveau-là. Tous les articles de blog pourraient devenir tous audio avec de la très bonne qualité parce que les voix text-to-speech maintenant ça se développe, mais c'est très qualitatif, Ouais, hein. ouais. Mais oui, oui, mais complètement, mais on le voit même, sur, voilà, les Alexa, les Google Home et cetera de ce monde, qui maintenant font appel aussi à des grandes stars, américaines, ou autres pour être, la voix du quotidien Ouais. et c'est complètement fou. Enfin, ça fait qu'on va peut-être tomber dans, soit un peu du Black Mirror ou alors l'épisode, enfin le film Her, Ouais, qui, ouais. voilà, c'est une assistante vocale avec la voix de Scarlett Johansson Mmh. et bon bref, allez voir ce film si vous l'avez pas vu et que vous êtes Ouais, super intéressé film. à l'audio. Super film. Mais oui, oui, bah, hyper intéressant, ces sujets-là aussi de text to speech avec potentiellement, demain, lis-moi les articles de tel blog, mais avec la voix de, telle personne. C'est ça, Ça serait c'est assez ça. fou et c'est sûr qu'on va y aller. C'est en fait, c'est justement sur cet aspect-là, bon, il y a des solutions en text-to-speech. Bon, aujourd'hui, ça reste, c'est bien en fait, c'est bien pour le référencement surtout parce que voilà, Google, il voit l'audio, et cetera. Et avec nous, Get Podcast, on a une solution qu'on propose et que on trouve assez intéressante. C'est en fait, on se dit, il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà du brand content, du content marketing, des articles de blog complets. Et en fait, l'idée nous, qu'on propose, c'est de transformer ce contenu blog en podcast. Donc là, Mmh. ça passe pas seulement juste par du text-to-speech, mais c'est l'idée, on fait bosser un rédacteur dessus pour qu'il reformule, qu'il adapte le script à un format plus audio. L'écrit à l'oral, ça va pas du tout être pareil. Il y a cette phase de reformulation et après derrière une phase d'enregistrement voix off, sound design et en fait ce qui fait qu'on peut réexploiter du contenu de blog, lui donner une seconde vie et le rendre sans doute même plus accessible via l'audio. OK. Beh, de toute façon, c'est en plein essor, c'est ce qu'on disait et puis, l'inverse est même en train aussi de se développer, c'est-à-dire de l'audio vers du texte. C'est-à-dire que des gens qui vont transformer des podcasts en texte ou dans des condensés. C'est-à-dire que bon là, une discussion comme on a là de 40 minutes, la synthétiser en un article de blog, Mmh. ça serait difficile, mais il va y avoir des IA qui vont faire ce travail-là de ressortir peut-être les grandes tendances Ouais. de notre conversation et pareil, ça c'est passionnant. Moi là, j'attends avec impatience, c'est un truc que j'aimerais bien tester là dans les prochaines semaines.
Et vu qu'on parle de podcast, et qu'on a fait un peu de la pub un peu pour tout le monde, pour Yes. toi, et cetera. Moi, j'en profite aussi pour saluer peut-être les copains podcasteurs de la place bordelaise. Donc, voilà, il y en a 3 que j'ai envie de mettre en lumière. C'est évidemment Théo Robache avec Le Pompon, qui parle aussi d'entrepreneuriat, mais pas que de start-up, vraiment intéressant et qui se développe bien ici. Il y a Parentalité et Adolescence, qui porte forcément bien son nom, par Sarah Kilek, voilà, qui est une fille avec qui j'ai échangé depuis très longtemps. Et puis son podcast, lui, il est très niché, donc sur ces enjeux-là. Et je trouve ça très intéressant d'avoir des podcasts qui, voilà, soient sur des sujets très très précis. Et enfin, dernier petit coup de projecteur, parce qu'ils viennent tout juste de se lancer, c'est mes amis des Mmh. impacteurs. Voilà, il y a Adriana et Charlotte qui, voilà, qui viennent juste de se lancer aussi, et ils vont traiter des sujets plus à impact social, et impact au sens large. Donc, allez écouter ce qu'ils font. Je mettrai aussi les notes. Et puis, on va conclure tranquillement aussi notre échange, parce que le temps passe. Tu vois, au final, tu m'avais dit, je suis pas sûr qu'on tienne plus de 40 Ah minutes, mais tu bon, on vois, peut vite être on a bavard, trouvé hein, des ça peut sujets. durer longtemps. Et vu que aussi on parle de tout ça, avant de clôturer, je veux vraiment aussi dire merci à tous les gens qui nous écoutent et soutiennent le podcast, qui envoient des messages sur LinkedIn, qui partagent sur les réseaux, parce que il y a de plus en plus d'écoutes. Donc voilà, merci, merci beaucoup. Et puis je prépare pas mal de nouveaux formats pour la suite là, donc continuez de suivre ça, abonnez-vous, mettez des 5 étoiles, tout ça, tout ça. C'est un truc que j'ai jamais fait trop, de faire ça en Mais plein milieu c'est d'épisode, important. mais écoute, je le tente. Surtout les notes sur Apple Podcast. Les notes sur Apple Podcast, ça y joue beaucoup sur le référencement pour le coup. C'est ce qu'on conseille nous à nos clients sur la partie diffusion. Il n'y a pas beaucoup de facteurs sur lesquels on peut jouer pour la portée organique, on va dire, entre guillemets, d'un podcast. Et pour le coup, les notes et les commentaires sur Apple Podcast, c'est the critère. Donc voilà. Voilà. Bon, eh ben, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le pro, c'est Marvin. Donc, écoutez Marvin, allez mettre des notes sur Apple Podcast. Merci beaucoup Marvin. Avant peut-être que de te laisser, est-ce que toi, tu as envie de nous recommander une ressource, ou je sais pas, moi, ça peut être un livre, un podcast, ce que tu veux, sur le sujet qu'on a abordé globalement, d'identité sonore, voilà. Enfin, est-ce que tu as quelque chose voilà, à mettre en Ouais. lumière toi aussi? Ouais. Bon, bah, déjà, merci à toi hein, pour l'invitation. C'est toujours cool de pouvoir échanger, et en plus avec des personnes intéressées par l'écosystème. Donc, c'est super. Ce que je pourrais recommander comme ressource, alors ça va, ça va faire un peu autopromo, mais pour le coup, c'est même pas de l'autopromo, c'est que sur notre blog, on a fait énormément on fait énormément de travail sur le contenu, que ce soit sur la partie identité sonore, la partie podcast, et un peu les voice bots, même si bon, c'est un peu précurseur pour enfin pour beaucoup, mais on a 2 livres blancs. Donc comme tu l'avais dit, il y a celui sur le podcast, il y en a un autre sur l'audio branding, sur l'identité sonore de marque, avec des cas clients, je pense que voilà, s'il y a des personnes, des auditeurs qui s'intéressent vraiment à ces aspects de la marque qui sont encore peu explorés, bah, sur le blog, on a fait pas mal de travail. Après, il y a d'autres médias, mais on a quand même pas mal synthétisé. Donc, allez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, nous, on va lancer une série podcast sur cette thématique-là, donc on pourra aller un peu plus en profondeur Ah ah, sur le ok. sujet. Bon, Teasing, ben, teasing. à suivre, à suivre. Écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te contacter, où les gens peuvent te contacter? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn, ou est-ce que tu veux nous, voilà, livrer ton mail, quelque chose? LinkedIn, Marvin Buonanni. Hein. Buonanni, c'est un peu compliqué à écrire, donc sinon, voilà, vous pouvez me contacter sur hello@getosound.com et je suis jamais très loin. Ça marche. De toute façon, je mettrai voilà, toutes les infos de tout ce dont on a parlé aujourd'hui en note. Yes, Merci top. beaucoup, Marvin, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe d'autres que tu n'as peut-être pas encore écoutés. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres, c'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt.